Le milliardaire aveugle a choqué tout le monde en épousant la mendiante paralysée. Tout le monde se moquait de ce mariage impossible, jusqu'à ce que tout change. 5 ans plus tard, le monde est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Découvrez la fin impressionnante de cette histoire incroyable. Le soleil se couchait sur les gratte-ciel de Paris, peignant le ciel de tons d'orange et de rouge que Lucas Moncler ne pouvait plus voir. Assis dans son bureau au dernier étage du bâtiment le plus haut de l'avenue des Champs-Élysées, le jeune milliardaire de 32 ans restait immobile, comme une statue taillée dans du marbre froid. « Monsieur Moncler, les membres du conseil vous attendent dans la salle de réunion », annonça son assistante par l'interphone. Lucas ajusta sa cravate avec une précision millimétrique, une habitude qu'il avait cultivée ces 7 dernières années depuis qu'il avait perdu la vue. Chacun de ses mouvements était calculé, chaque geste répété jusqu'à la perfection. Sa canne en fibre de carbone, spécialement développée par son entreprise, reposait à côté de son bureau en acajou massif. « Je serai là dans 5 minutes, Sophie », répondit-il, sa voix grave et contrôlée ne laissant transparaître aucune émotion. L'empire technologique qu'il avait hérité à 20 ans avait triplé sous sa direction. Moncler Technologies était désormais un leader mondial en intelligence artificielle et en robotique avancée. Même après l'accident qui l'avait rendu aveugle, Lucas avait non seulement maintenu l'entreprise au sommet, mais avait révolutionné le marché avec des innovations que personne ne croyait possibles. Il se leva avec l'élégance féline qui le caractérisait. Ses pas étaient fermes et assurés dans le bureau qu'il connaissait comme le fond de sa poche. La canne était plus un accessoire qu'une nécessité dans son territoire. « Sophie, préparez les rapports trimestriels et annulez mes rendez-vous de ce soir », ordonna-t-il en passant devant le bureau de son assistante. « Mais monsieur, votre mère a confirmé sa présence au dîner de ce soir. Elle insiste sur le fait qu'elle ne vous a pas vu depuis 3 mois, » hésita Sophie, sa voix trahissant une certaine inquiétude. Lucas s'arrêta un instant, sa mâchoire se tendant presque imperceptiblement. « Dites-lui qu'une urgence corporative est survenue. »« Elle comprendra. Elle comprend toujours, » répondit-il, reprenant son chemin vers la salle de réunion. Les couloirs de Moncler Technologies étaient un labyrinthe de verre et d'acier pour la plupart, mais pour Lucas, c'était une carte gravée dans sa mémoire. Le bruit de ses pas résonnait sur le sol en marbre, annonçant son arrivée avant même que les portes automatiques de la salle de réunion ne s'ouvrent. « Bonjour, messieurs !» Sa voix remplit la pièce avec une autorité naturelle. Les 10 membres du conseil, certains 3 fois plus âgés que lui, se redressèrent instinctivement sur leurs chaises. « Lucas, nous discutions de la proposition d'expansion sur le marché asiatique », commença Richard Mendes, le plus ancien membre du conseil et ancien ami de son père. « Et je suppose que certains d'entre vous ont des réserves quant au timing de cette opération », interrompit Lucas, s'asseyant à la tête de la table avec une précision impressionnante. Un silence inconfortable remplit la pièce. C'était ainsi que Lucas menait sa vie depuis l'accident, anticipant les mouvements, prévoyant les résistances, calculant chaque pas comme si le monde était un immense échiquier. « En fait, Lucas, nous sommes inquiets pour vous, » continua Richard, sa voix empreinte d'un ton paternel qui fit serrer légèrement le bras de son fauteuil à Lucas. « Vous avez transformé Moncler Technologies en une puissance mondiale. Personne ne remet en question votre compétence. Mais vous ne pouvez pas vivre uniquement pour l'entreprise. Votre père, mon père n'est plus là, Richard, » coupa Lucas, sa voix tranchante comme une lame. « Et s'il n'y a rien de spécifique concernant l'expansion à discuter, je suggère que nous mettions fin à cette réunion. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise. Lucas ne pouvait pas voir leurs expressions, mais il sentait la pitié émaner d'eux. C'était ce sentiment qu'il méprisait le plus. « À propos, » ajouta-t-il en se levant, « les contrats avec les partenaires chinois ont été signés. Ce matin, l'annonce officielle sera faite la semaine prochaine. Passez une bonne journée, messieurs. » Il quitta la salle, laissant derrière lui des chuchotements et des expressions stupéfaites. C'était ainsi qu'il affrontait le monde. Il ne laissait aucune place aux questions, n'ouvrait aucune brèche pour les doutes. L'obscurité qui l'entourait était devenue sa forteresse, et il y régnait en maître absolu. De retour dans son bureau, Lucas s'assit dans son fauteuil en cuir italien et appuya sur un bouton du panneau encastré. « Sophie, préparez la voiture. Je rentre plus tôt aujourd'hui. » La nuit commençait à tomber sur Paris.
Et avec elle, la solitude enveloppait à nouveau Lucas Moncler, le prince des ténèbres, comme certains employés l'appelaient en secret. Il ignorait que ce serait la dernière nuit de sa routine, parfaitement contrôlée. La pluie fine qui tombait sur le centre de Paris n'empêchait pas la voix cristalline d'Hélène Moreau de résonner dans les ruelles du quartier de la Liberté. Assise dans son fauteuil roulant sous l'auvent d'une boutique fermée, elle jouait de son violon usé, en tirant des notes qui semblaient danser avec les gouttes d'eau. Imagine, de John Lennon, attirait toujours quelques regards curieux des passants. Peu imaginaient que cette jeune femme de 28 ans, vêtue simplement et avec un parapluie cassé attaché à son fauteuil, avait été première violoniste de l'orchestre symphonique municipal. « Vous jouez comme un ange, ma petite », dit une vieille dame, déposant quelques pièces dans l'étui ouvert du violon. Hélène sourit, un sourire sincère qui illuminait ses yeux couleur miel. « Merci, Madame Marie, vous êtes toujours si gentille. » Madame Marie était l'une des rares personnes qui s'arrêtaient non seulement pour écouter, mais aussi pour discuter. En 3 ans de vie dans la rue, Hélène avait appris à apprécier ces petits moments d'humanité. « Il commence à faire froid, vous devriez rentrer chez vous », conseilla la vieille dame, ajustant son propre parapluie. Chez elle. Le mot résonna dans l'esprit d'Hélène comme une note dissonante. L'auberge où elle dormait depuis quelques semaines pouvait à peine être appelée un foyer, mais c'était mieux que les bancs de parc des premiers mois après son abandon. « Je vais bientôt y aller, Madame Marie. Juste quelques morceaux. »« Pas de plus, » répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Quand la dame s'est éloignée, Hélène ferma les yeux et commença à jouer « Por una cabeza », la musique qui l'avait rendue célèbre des années auparavant. Ses mains bougeaient avec la même passion qu'autrefois, même si ses jambes ne répondaient plus aux commandes de son cerveau. La mélodie la transportait à d'autres époques, lorsque les projecteurs de l'Opéra Garnier l'illuminaient et que le public applaudissait debout ses performances. Une époque où sa famille la soutenait, lorsque son père disait fièrement qu'elle était née avec la musique dans l'âme. Hélène? Une voix familière l'attira de ses souvenirs. En ouvrant les yeux, elle se retrouva face à Charles, son ancien professeur de violon. Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant honte et surprise. « Maestro Charles, je... » Les mots moururent dans sa gorge. « Mon Dieu, mon enfant, ça fait si longtemps que je te cherche. » Il s'approcha, ignorant la pluie qui mouillait son costume bien coupé. « Pourquoi n'as-tu jamais répondu à mes messages ?» Hélène baissa le violon, ses mains tremblant légèrement. « J'ai perdu mon téléphone. J'ai tout perdu, en fait. » Le maestro s'accroupit à côté de sa chaise, les yeux embués. « Tu n'as pas perdu ton talent. Cela, je peux l'entendre. Viens avec moi, allons discuter dans un endroit sec. Je n'ai pas besoin de charité, maestro, » répondit-elle, relevant le menton avec la fierté qui lui restait encore. « Charité ?» Il rit doucement. « Hélène, tu as été ma meilleure élève. Je t'offre une opportunité, pas de la pitié. Le conservatoire a besoin de professeurs et tu as toujours eu un don pour enseigner. » L'offre flotta dans l'air comme une note prolongée. Hélène sentit son cœur se serrer. Comment expliquer qu'elle ne pouvait pas accepter, que le conservatoire avait des escaliers, qu'il n'était pas adapté pour quelqu'un en fauteuil roulant, que ses anciens collègues la regarderaient avec pitié. « Je vous remercie, mais... » Elle commença, mais fut interrompue par le bruit strident d'un klaxon. Une voiture de luxe s'arrêta brusquement près du trottoir, effrayant les 2 personnes. Le chauffeur descendit rapidement avec un parapluie, se dirigeant vers la porte arrière. « Pense à ce que je t'ai dit », insista Charles, lui tendant une carte. « Mon numéro est toujours le même. Tu peux être bien plus que ça, Hélène. » Elle rangea machinalement la carte dans sa poche, ses yeux fixés sur l'homme qui descendait de la voiture luxueuse. Grand, élégant, portant un costume qui coûtait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Mais c'était son regard vide, perdu à l'horizon, qui captura son attention. L'homme s'arrêta, comme s'il avait été frappé par quelque chose d'invisible. Il tourna son visage vers elle, et même sous la pluie qui tombait maintenant plus fort, Hélène pouvait jurer qu'il écoutait sa musique, même si elle avait cessé de jouer. À ce moment, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le temps sembla se figer et Hélène sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'était comme si l'univers avait orchestré cette rencontre, bien qu'elle ne sût pas encore à quel point sa vie allait changer. L'homme fit un pas dans sa direction, mais son garde du corps l'en empêcha, murmurant quelque chose à son oreille. Il hésita,
son visage masqué par la frustration, avant de se laisser reconduire à la voiture. Hélène regarda la voiture s'éloigner, une étrange sensation envahissant sa poitrine. Elle reprit son violon et, sans savoir exactement pourquoi, commença à jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, laissant la mélancolie de la musique se mêler à la pluie qui tombait maintenant impitoyablement sur Paris. La Mercedes-Benz, blindée, avançait lentement dans le centre congestionné de Paris. Lucas Moncler restait silencieux sur la banquette arrière, tandis que son chauffeur et garde du corps, Rodrigue, essayait d'éviter le trafic chaotique de la nuit pluvieuse. « Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vouloir rentrer par la périphérique ?» Tarsi demanda Rodrigue, observant dans le rétroviseur le visage tendu de son patron. « Non, continuez par ici », répondit sèchement Lucas, tournant son visage vers la fenêtre, bien qu'il ne puisse voir le paysage urbain qui défilait à l'extérieur. La radio annonçait une nouvelle crise économique, des protestations dans les rues, des scandales politiques. Lucas sentait sa tête bourdonner sous l'assaut incessant d'informations négatives. « Éteignez ça !» ordonna-t-il, massant ses tempes. Dans le silence qui suivit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une mélodie douce, presque éthérée, pénétra les vitres blindées du véhicule. Lucas se redressa sur son siège, ses sens aiguisés captant chaque note avec une clarté surprenante. « Arrêtez la voiture !» dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Monsieur Moncler, ce n'est pas un endroit sûr pour... » commença à protester Rodrigue. « J'ai dit arrêter la voiture !» L'ordre fut lancé avec une urgence qui ne souffrait aucune contestation. Le véhicule se rangea près du trottoir. Lucas ouvrit la porte avant que Rodrigue ne puisse contourner la voiture pour l'aider. « Monsieur, laissez-moi au moins vous accompagner avec le parapluie », insista le garde du corps, inquiet. Lucas ignora la demande, marchant d'un pas ferme vers la musique. La pluie mouillait son costume italien, mais il s'en moquait. Chaque pas était guidé par la mélodie qui l'avait ensorcelé. Hélène interrompit sa musique en remarquant l'approche de l'homme élégant qu'elle avait vu quelques instants auparavant. Sous la faible lumière des réverbères, elle put mieux observer ses traits, une mâchoire bien définie, des cheveux sombres soigneusement coiffés et des yeux qui semblaient fixer l'infini. « Continuez à jouer », demanda-t-il, sa voix rauque chargée d'une émotion qui contrastait avec sa posture rigide. « Désolé, mais je termine pour aujourd'hui », répondit Hélène, commençant à ranger son violon. « Combien ?» demanda-t-il abruptement. « Pardon ?» Elle fronça les sourcils, confuse. « Combien voulez-vous pour jouer une musique de plus ?» Hélène sentit le sang bouillir dans ses veines. « Je ne vends rien, monsieur. Ma musique n'est pas à vendre. » Lucas resta immobile pendant quelques secondes, la pluie ruisselant sur son visage. Un sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. « Enfin, » murmura-t-il, « quelqu'un qui n'a pas de prix. » Hélène l'observa, intriguée. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa présence, un mélange de puissance et de vulnérabilité qui la déconcertait. « Votre nom ?» demanda-t-il, faisant un pas en avant. « J'ai besoin de savoir votre nom. »« Pourquoi ?» défia-t-elle, ajustant la position de son fauteuil roulant. « Parce que votre musique... » Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Votre musique m'a fait ressentir des couleurs à nouveau. » La sincérité brute de cette confession prit Hélène par surprise. Avant qu'elle ne puisse répondre, le garde du corps s'approcha précipitamment. « Monsieur Moncler, la pluie commence à s'intensifier. Nous devons partir. » Le nom de famille frappa Hélène comme un éclair. Moncler, le milliardaire à la tête de l'empire technologique. Les gros titres sur l'accident qui l'avait rendu aveugle des années auparavant envahirent sa mémoire. « Hélène » murmura-t-elle presque. « Je m'appelle Hélène. » Lucas inclina légèrement la tête, comme s'il savourait le son de ce nom. « Hélène » répéta-t-il. « Demain, même heure, je jouerai votre musique. » Ce n'était ni une demande, ni un ordre. C'était une certitude, comme s'il pouvait prédire l'avenir. Sans attendre de réponse, il se retourna et marcha vers la voiture, laissant Hélène stupéfaite sous l'auvent. La Mercedes-Benz disparut dans la nuit pluvieuse de Paris, mais quelque chose avait changé de manière irrévocable. Hélène regarda son violon usé, puis la carte détrempée du maestro Charles dans sa poche, et enfin la direction où la voiture avait disparu. La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule dans l'obscurité de la nuit. Elle reprit son violon et, dans un élan qu'elle ne comprenait pas elle-même, commença à jouer « Clair de lune »,
laissant les notes danser avec les gouttes de pluie, comme une promesse silencieuse à l'étranger qui avait touché son âme avec des mots si sincères. Lucas Moncler ne parvint pas à dormir cette nuit. Dans son luxueux penthouse du quartier de l'Europe, il marchait pieds nus dans le vaste salon, ses orteils reconnaissant chaque nuance du sol en marbre italien. La mélodie qu'il avait entendue dans la rue ne quittait pas ses pensées, persistante, comme un fantôme musical. Il s'arrêta devant la fenêtre qui occupait tout le mur, pressant son front contre le verre froid. En bas, Paris vibrait sans cesse, une symphonie urbaine de lumière qu'il ne pouvait plus voir. « Monsieur devrait essayer de se reposer, » dit Marlène, sa gouvernante depuis plus de 2 décennies, d'une voix inquiète derrière lui. « Vous vous souvenez encore des couleurs, Marlène ?» demanda-t-il sans se retourner. La gouvernante s'approcha, posant la tasse de thé qu'elle avait apportée sur la table basse. « Tous les jours, petit Lucas. Chaque jour, je me réveille, et je remercie de pouvoir voir le bleu du ciel. » Lucas sourit amèrement. « Tu sais ce qui est ironique. Je n'ai jamais apprécié les couleurs quand je pouvais les voir. J'étais trop occupé à construire un empire pour remarquer la nuance exacte du coucher de soleil. » Marlène observa le jeune patron qu'elle avait vu grandir. À 32 ans, Lucas portait sur son visage une gravité qui ne correspondait pas à son âge. Les rides d'expression marquaient déjà les coins de ses yeux, témoins silencieux de soucis précoces. « Et pourquoi penses-tu à ça maintenant ?» demanda-t-elle, devinant que quelque chose avait changé. Lucas hésita, ses doigts tambourinant doucement sur la vitre. « J'ai entendu une musique aujourd'hui, une mélodie qui m'a rappelé l'époque où je rêvais, Marlène, quand je croyais que je pouvais changer le monde. » La gouvernante s'assit sur le canapé, ses mains ridées lissant son tablier impeccable. « Et qui a dit que tu ne pouvais plus rêver ?»« Les rêves sont pour ceux qui peuvent voir l'horizon, » répondit-il, se retournant enfin. « J'ai appris à vivre sans eux. » « Non, mon petit Lucas, tu as appris à te cacher d'eux. » Marlène soupira profondément. « Ton père disait souvent que les plus grands visionnaires sont ceux qui voient avec le cœur. » La mention de son père fit visiblement se raidir Lucas. Il se dirigea vers le piano à queue qui occupait un coin de la pièce, ses doigts glissant sur la surface polie. « Mon père était un idéaliste, Marlène. Et regarde où cela l'a mené. » Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Ton père était un homme qui connaissait la valeur de la musique, » corrigea-t-elle doucement. « Pourquoi crois-tu que ce piano est toujours là, même après 7 ans sans que personne n'y touche ?» Lucas s'assit sur le tabouret du piano, ses mains reposant sur les touches sans les presser. Pendant des années, il avait refusé d'y jouer, comme si la musique était un rappel trop douloureux de ce qu'il avait perdu. « La violoniste » commença-t-il, presque dans un murmure. Elle était en fauteuil roulant, Marlène. Mais sa musique volait, comment fait-elle? Peut-être parce qu'elle comprend que nos limites ne nous définissent que si nous le permettons, répondit Marlène en se levant. Maintenant, prenez votre thé et essayez de vous reposer. Demain sera une longue journée. Lucas entendit les pas de la gouvernante s'éloigner, le laissant seul avec ses pensées. Ses mains commencèrent à bouger sur les touches, d'abord hésitantes, puis avec plus d'assurance, jouant les premières notes d'une musique qu'il n'avait pas exécutée depuis l'accident. La mélodie de Fur-Élise remplit la pièce, chaque note chargée de souvenirs. Il se rappela sa mère lui apprenant à jouer, son père applaudissant ses performances lors des récitals scolaires, le sourire fier de tous deux lorsqu'il interprétait une pièce particulièrement difficile. Soudain, ses mains s'arrêtèrent. Dans le silence qui suivit, il prit son téléphone. « Rodrigue ?» appela-t-il en appuyant sur le bouton de numérotation rapide. « J'ai besoin que tu découvres tout sur une violoniste nommée Hélène. Elle joue dans les rues de la Liberté. Et Rodrigue, sois discret. » Il raccrocha avant que le garde du corps ne puisse poser des questions. Il se leva du piano et se dirigea vers sa chambre, ses pas résonnant dans le loft silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas le travail qui occupait ses pensées aux premières heures de l'aube. Dans son esprit, la mélodie qu'Hélène avait jouée se mêlait aux notes de Fur-Élise, créant une symphonie de possibilités qu'il n'osait pas nommer. Le vide qu'il portait dans sa poitrine depuis l'accident semblait un peu moins profond, rempli par quelque chose qu'il avait oublié exister, l'espoir. Allongé sur son lit king-size, Lucas Moncler, l'homme qui avait construit des murs autour de son cœur, se permit pour la première fois en 7 ans de rêver à des couleurs qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'une violoniste de rue lui avait fait ressentir à nouveau.
L'auberge municipale était silencieuse lorsque Hélène entra, ses roues laissant de petites marques humides sur le sol en céramique usée. Son violon, protégé de la pluie dans son étui usé, était le seul bien qu'elle conservait encore de sa vie précédente. « Vous êtes arrivée tard aujourd'hui, Hélène », commenta Madame Constance, la coordinatrice de l'auberge, une dame aux cheveux grisonnants et au regard maternel. « J'étais inquiète pour vous. » Hélène força un sourire, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui la consumait depuis sa rencontre avec Lucas Moncler. « Désolée, Madame Constance, le mouvement dans la rue était meilleur aujourd'hui, » répondit-elle en se dirigeant vers la petite chambre partagée qu'elle occupait avec 3 autres femmes. Dans la pénombre de la chambre, Hélène positionna sa chaise à côté de la seule fenêtre disponible. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris, mais elle la remarquait à peine. Son esprit était rempli de questions sans réponse. Elle sortit de sa poche la carte détrempée de Maestro Charles, essayant de lire les mots que l'eau avait effacés. Son offre résonnait dans son esprit, se mêlant aux paroles énigmatiques du milliardaire aveugle qui l'avait fait jouer sous la pluie. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Marie-Josée, sa compagne de chambre, une dame qui avait tout perdu après une grave maladie. « Je réfléchis, Joséphine, » répondit Hélène, rangeant rapidement la carte. « Tu as l'air différente aujourd'hui, » remarqua la dame s'asseyant sur son lit. « Tes yeux brillent d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. » Hélène soupira, ouvrant l'étui de son violon. Ses doigts caressèrent délicatement les cordes de l'instrument. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui m'a fait tout remettre en question, » avoua-t-elle, sa voix basse pour ne pas réveiller les autres femmes qui dormaient. « Un homme » demanda Joséphine avec un sourire complice. « Ce n'est pas ça » se dépêcha de préciser Hélène. « C'est juste que, il m'a fait réaliser que je me cachais peut-être, que j'utilisais mes limites comme excuse. » Joséphine se leva de son lit et s'approcha d'Hélène, s'asseyant sur le petit banc près de la fenêtre. « Tu sais, ma fille, parfois, Dieu met des gens sur notre chemin pour nous faire voir ce que nous refusons de voir, » dit-elle, prenant la main d'Hélène entre les siennes. « Tu es trop jeune pour abandonner. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Ce n'est pas si simple, Joséphine. Tu ne sais pas ce que c'est. »« Je ne sais pas, en effet, » l'interrompit la dame. « Mais je sais que cette Hélène qui jouait à l'Opéra Garnier est toujours là. Et apparemment, cet homme mystérieux l'a vue aussi. » Un silence pensif s'installa entre elles. Hélène se souvint de l'intensité sur le visage de Lucas Moncler, de la manière dont il semblait vraiment touché par sa musique, même sans pouvoir la voir jouer. « Il est aveugle, » murmura Hélène, plus pour elle-même que pour Joséphine. « Mais il m'a fait me sentir vraiment vue pour la première fois depuis des années. »« Et qu'allez-vous faire à ce sujet ?» demanda Joséphine. Hélène regarda la carte du maestro Charles, puis son violon et enfin la ville qui s'étendait au-delà de la fenêtre. « Il a dit qu'il reviendrait demain, » répondit-elle, un mélange d'anxiété et de peur dans sa voix. « Il a dit qu'il jouerait ma musique. Et vous serez là ?» La question flotta dans l'air comme une note musicale inachevée. Hélène ferma les yeux, se rappelant ce que c'était que de jouer devant des salles combles, comment la musique la faisait se sentir entière, libérée de toute limitation physique. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'ai peur, Joséphine, peur de l'espoir. » Madame Marie lui serra la main avec tendresse. « La peur n'a de pouvoir sur nous que si nous le lui permettons, ma fille. Parfois, il faut donner une chance au destin. » Hélène rouvrit l'étui de son violon en sortant l'instrument avec précaution. Dans la pénombre de la chambre, elle commença à effleurer silencieusement les cordes, imaginant la mélodie qu'elle jouerait si elle décidait de retourner à ce coin de rue le lendemain. « Vous savez ce qu'il y a de plus étrange ?» murmura-t-elle tandis que ses mains dansaient sur le violon. « Pour la première fois depuis l'accident, je ne me suis pas sentie diminuée quand quelqu'un a regardé mon fauteuil roulant. Parce que lui, il ne pouvait pas voir. » Joséphine sourit se levant pour retourner à son lit. « C'est peut-être précisément pour cela qu'il a pu vous voir tel que vous êtes vraiment, Hélène. Parfois, les yeux nous trompent. C'est le cœur qui voit ce qui compte vraiment. » Seule à nouveau près de la fenêtre, Hélène continua son exercice silencieux au violon, laissant ses mains traduire en mouvement les émotions qu'elle ne parvenait pas à exprimer en mots. La nuit avançait, et avec elle, une décision commençait à prendre forme dans son cœur. Le lendemain après-midi s'annonça étonnamment clair à Paris. Lucas arriva plus tôt au coin de la rue de la Liberté, sa Mercedes discrètement garée à quelques mètres de l'endroit où il avait rencontré Hélène. Rodrigue, son garde du corps,
lui avait remis un rapport complet sur elle ce matin-là. Première violoniste de l'orchestre symphonique municipal, murmura Lucas, repassant mentalement les informations. Accident il y a 3 ans. Famille, absente, vivant dans la rue. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir attendre ici? Demanda Rodrigue, inquiet de l'exposition de son patron. Lucas ignora la question, son attention tournée vers les bruits de la rue. Chaque pas, chaque conversation, chaque klaxon, mais pas la musique qu'il cherchait. Les heures s'étiraient et l'absence d'Hélène commençait à peser sur son cœur. De l'autre côté de la rue, cachée à l'entrée d'une galerie, Hélène observait. Elle était arrivée tôt, déterminée à ne pas se montrer, mais se retrouvait incapable de partir. Quelque chose dans la silhouette imposante de Lucas, attendant patiemment dans son costume impeccable, l'empêchait de simplement tourner les talons. « Il est vraiment venu », murmura-t-elle, serrant l'archet de son violon entre ses doigts. Après près de 2 heures d'attente, Lucas se leva, son visage masquant une déception contrôlée. « Allons, Rodrigue », ordonna-t-il, faisant un pas vers la voiture. C'est à ce moment qu'Hélène prit sa décision. Elle positionna son violon et commença à jouer « Por una cabeza », la même mélodie qui l'avait rendue célèbre des années auparavant. Les notes dansèrent dans l'air, atteignant Lucas avant même qu'il ne puisse entrer dans le véhicule. Il s'arrêta, un sourire presque imperceptible apparaissant sur ses lèvres. « Je pensais que vous ne viendriez pas. »« Moi aussi, » répondit Hélène, s'approchant avec son fauteuil roulant. « Pourquoi êtes-vous revenu? Pourquoi avez-vous joué ?» rétorqua-t-il, se tournant vers elle avec une précision surprenante. Un moment de silence s'installa entre eux, rempli seulement par les bruits de la ville. « Vous avez fait des recherches sur moi, n'est-ce pas ?» demanda Hélène finalement. « Oui, » admit Lucas sans hésitation. « Et vous avez certainement fait des recherches sur moi aussi. » Hélène rit doucement. « En réalité, je n'en avais pas besoin. Votre histoire est dans tous les journaux, monsieur Moncler. »« Lucas, » le corrigea-t-il. « Juste Lucas. » Il fit quelques pas dans sa direction, sa canne effleurant légèrement la roue du fauteuil d'Hélène. « Pourquoi as-tu arrêté de jouer professionnellement ?» demanda-t-il, sa voix plus douce. Hélène sentit son cœur se serrer. « Pourquoi as-tu arrêté de rêver ?» La question frappa Lucas comme un coup de poing. Ses épaules tendues se relâchèrent légèrement. « Touché, murmura-t-il, un sourire sincère apparaissant sur son visage pour la première fois. « C'est si nous faisions un pacte. »« Quel genre de pacte ?» demanda Hélène méfiante. « Un échange, proposa Lucas, s'asseyant sur le banc près d'elle. « Tu m'apprends à écouter de la musique à nouveau et je t'aide à remonter sur scène ?» Hélène sentit son estomac se retourner. « Je n'ai pas besoin de charité, je te l'ai déjà dit. Et moi, je n'ai pas besoin de pitié, » répliqua-t-il fermement. « Je te propose un partenariat. Tu as le talent, j'ai les ressources. Mais plus important encore, » il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Nous avons tous les deux besoin de réapprendre à rêver. » Le bruit de la ville semblait s'être atténué autour d'eux, comme si l'univers conspirait pour créer un moment d'intimité au milieu du chaos urbain. « Pourquoi moi ?» demanda Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Il y a des dizaines de musiciens talentueux là-bas. » Lucas se pencha légèrement vers elle. « Parce que tu es la seule qui m'a fait ressentir des couleurs à nouveau. Tu ne joues pas seulement de la musique, Hélène. Tu joues l'âme des gens. » Ces mots résonnèrent profondément en Hélène. Elle regarda son violon usé, puis ses jambes immobiles, et enfin l'homme devant elle qui affrontait ses propres ténèbres avec une dignité qu'elle admirait. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. « Et si tu volais ?» répondit-il, tendant la main vers elle. Hélène regarda cette main tendue, un geste si simple et pourtant si chargé de sens. C'était plus qu'un accord, c'était une promesse de recommencement pour tous les deux. « À une condition, » dit-elle enfin. « Tu dois me promettre que tu vas essayer aussi. Pas seulement m'aider, mais te permettre de ressentir à nouveau. » Lucas resta silencieux un moment, comme s'il pesait les implications de cette promesse. « D'accord, » répondit-il, sa voix empreinte d'une émotion qu'il ne pouvait cacher. « Maintenant, que dirais-tu de me montrer ce que ce violon peut faire ?» Hélène sourit, positionnant l'instrument. Les premières notes de la sonate au clair de lune remplirent l'air, et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent tous deux que peut-être, juste peut-être, leur cœur brisé pourrait apprendre à danser à nouveau. Le hall d'entrée luxueux de Moncler Technologies grouillait de murmures lorsque Hélène franchit les portes vitrées en fauteuil roulant.
Les employés interrompirent leur conversation, observant avec curiosité la jeune femme que Lucas Moncler avait personnellement invitée à entrer. « Mademoiselle Moreau ?» Une assistante à l'air efficace s'approcha rapidement. « Je suis Sophie, l'assistante de Monsieur Moncler. Il m'a demandé de vous conduire directement à la salle de musique. »« La salle de musique ?» demanda Hélène, surprise. « Le 50e étage a été entièrement rénové ces dernières 24 heures, expliqua Sophie, la guidant vers l'ascenseur privé. Monsieur Moncler est connu pour son efficacité. L'ascenseur monta en douceur et Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elle avait passé la nuit à douter de sa décision d'accepter la proposition de Lucas. Le matin avait été marqué par des adieux émouvants avec Madame Constance et Joséphine à l'auberge, avec la promesse de revenir leur rendre visite. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un espace qui coupa le souffle à Hélène. Tout l'étage avait été transformé en un studio de musique ultramoderne, avec des instruments de premier choix, une acoustique parfaite et, plus impressionnant encore, des adaptations pour l'accessibilité dans chaque détail. Lucas était assis au piano, ses doigts glissant doucement sur les touches sans produire de son. En entendant l'ascenseur, il se tourna vers la porte. « Bienvenue dans votre nouvel espace de travail », dit-il en se levant avec élégance. Hélène s'approcha lentement, absorbant encore chaque détail de l'environnement. C'est... Elle hésita, cherchant les mots justes. Excessif. Lucas sourit. Je préfère dire nécessaire. Comment espérez-vous m'apprendre à écouter de la musique sans les instruments appropriés? Et comment espérez-vous que je ne me sente pas écrasé par tout cela? Rétorqua-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'admiration et d'appréhension. Avant que Lucas ne puisse répondre, l'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Richard Mendes, le membre le plus ancien du conseil, entra dans la pièce d'un pas lourd. « Lucas, nous devons parler », annonça-t-il, lançant un regard critique à Hélène. « En privé. Hélène est ma partenaire musicale désormais, Richard, » répondit Lucas avec fermeté. « Tout sujet peut être discuté en sa présence. » Richard ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs sur le fait que vous avez sauvé une musicienne de rue. Les actionnaires s'inquiètent de votre stabilité émotionnelle. » Hélène sentit son visage s'embraser. C'était exactement le genre de situation qu'elle redoutait. « Dites aux actionnaires, » répondit Lucas, sa voix tranchante comme de la glace, « que ma stabilité émotionnelle n'a jamais été aussi bonne. Et s'ils s'inquiètent de l'image de l'entreprise, je leur suggère de se renseigner sur qui est Hélène Moreau. » Richard sortit rapidement son téléphone de sa poche et commença à taper. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les résultats. La première violoniste qui... Il s'arrêta regardant Hélène avec un nouvel intérêt. « Qui a révolutionné la façon d'interpréter Tchaïkovski ?» « Oui, » compléta Lucas. « Et qui va maintenant m'aider à révolutionner la façon dont Moncler Technologies perçoit l'inclusion et l'art ?» Hélène observa l'échange, se sentant à la fois défendue et exposée. Lucas naviguait dans le monde des affaires avec une autorité naturelle qui l'impressionnait, mais qui l'effrayait aussi. « Maintenant, si vous nous excusez, » continua Lucas, « nous avons notre premier cours. » Richard partit à contre-cœur et un silence pesant s'installa dans la pièce. « Tu n'avais pas besoin de me défendre, » dit Hélène enfin. « Je ne te défendais pas, » répondit Lucas, retournant au piano. « Je nous défendais tous les deux. Notre partenariat. » Hélène se dirigea vers le violon posé sur un support spécialement conçu pour qu'elle puisse l'atteindre facilement. « Et qu'est-ce que ce partenariat exactement ?» demanda-t-elle, ajustant l'instrument. Lucas s'arrêta, ses mains reposant sur les touches du piano. « C'est une chance de prouver que nos limites ne nous définissent pas, que nous pouvons être plus que ce que le monde attend de nous. Et comment faisons-nous cela ?» Un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Nous commençons par le début. Raconte-moi la première fois que tu es tombée amoureuse de la musique. » Hélène sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine, une émotion longtemps endormie. « J'avais 6 ans, » commença-t-elle, ses mains positionnant automatiquement le violon. « Mon père m'a emmené à l'Opéra Garnier. Les heures suivantes passèrent à toute allure, tandis qu'il partageait des histoires et de la musique. » Hélène découvrit que Lucas avait une connaissance approfondie de la musique classique, et il découvrit qu'elle avait un don naturel pour enseigner. Entre partitions et souvenirs, quelque chose de nouveau commençait à éclore. En fin d'après-midi, alors que le soleil peignait le ciel de Paris de tons orangés, Hélène réalisa que, pour la première fois en 3 ans,
Elle n'avait pas pensé à ses limites pendant des heures. Et Lucas, bien qu'il ne puisse pas voir le coucher du soleil, souriait comme s'il pouvait en sentir les couleurs à travers les notes qui remplissèrent la pièce. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début des cours de musique. La salle, du 50e étage de Montclair Technologies, était devenue un refuge pour Lucas et Hélène, un espace où le temps semblait s'écouler différemment du reste du monde. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Hélène arriva plus tôt que d'habitude et trouva Lucas déjà au piano, mais il ne jouait pas. Il tenait un journal entre ses mains, tandis que Sophie lisait à voix haute un titre qui glaça le sang d'Hélène. L'héritier Montclair trouve son nouveau projet de charité, l'ancienne violoniste de la symphonie municipale. « Continue », ordonna Lucas, la mâchoire serrée. Sophie toussota, visiblement mal à l'aise. Des sources proches affirment que le milliardaire Lucas Montclair, connu pour son isolement après l'accident qui l'a rendu aveugle, consacre désormais son temps à réhabiliter Hélène Moreau, ancienne promesse de la musique classique, qui a fini dans la rue après un « accident ». S'agit-il d'un véritable acte de philanthropie ou simplement d'une nouvelle tentative de redorer l'image de l'entreprise? Hélène sentit ses mains trembler. Son fauteuil roulant émit un léger bruit en entrant dans la pièce, alertant les autres de sa présence. « Hélène ?» Lucas se leva brusquement, laissant tomber le journal. « Non », l'interrompit-elle, sa voix ferme malgré la douleur qu'elle ressentait. « N'essaye pas d'expliquer. » Sophie quitta discrètement la pièce, fermant la porte derrière elle. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. « Tu savais que cela arriverait », dit Hélène finalement. « C'est pour ça toute cette histoire de partenariat, de ne pas faire la charité. » Lucas fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ce qu'ils disent n'est pas vrai, » argumenta-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Tu le sais. » « Vraiment ?» Hélène laissa échapper un rire amer. « Regarde-nous, Lucas. Le puissant milliardaire et la violoniste ruinée. Comment cela pourrait-il être autre chose que de la charité? Pour quelqu'un qui m'a appris à écouter au-delà des apparences, tu es étonnamment superficiel, rétorqua-t-il, sa voix prenant un ton de frustration. Hélène sentit les larmes brûler ses yeux, reconnaissante qu'il ne puisse pas les voir. « Peut-être me suis-je trompée, dit-elle doucement. Peut-être nous sommes-nous trompés tous les deux. » C'est alors que Lucas fit quelque chose, d'inattendu. Il marcha jusqu'au piano d'un pas ferme et commença à jouer. Les notes de Furélise remplirent la pièce. Mais il y avait quelque chose de différent. Son interprétation portait une émotion brute, une vulnérabilité qu'Hélène n'avait jamais perçue auparavant. « Tu sais pourquoi j'ai choisi cette musique ?» demanda-t-il, sans cesser de jouer. « C'est la dernière que j'ai jouée, avant l'accident, la dernière que j'ai vu mon père écouter. » Hélène resta silencieuse, hypnotisée par la révélation et par la musique. « Ce soir-là, il m'a demandé de ne pas aller à la fête, » continua Lucas, ses mains dansant. « Sur les touches, il disait avoir un mauvais pressentiment. Mais j'étais trop arrogant, trop convaincu de mon propre succès pour l'écouter. » La musique s'arrêta brusquement. Lucas se tourna vers Hélène, ses yeux fixés sur un point indéfini. « Quand je me suis réveillé à l'hôpital et que j'ai appris que j'avais perdu la vue, ma première préoccupation n'était pas pour moi, c'était pour lui. Je savais que cela le détruirait, de voir son fils unique, son successeur, réduit à ça. » Il fit un geste vague vers lui-même. « Lucas » murmura Hélène, se rapprochant involontairement. 3 mois plus tard, il a eu une crise cardiaque. La voix de Lucas trembla légèrement. Les médecins ont dit que c'était le stress, l'inquiétude. Je me suis blâmé, je me blâme encore. Hélène sentit son cœur se serrer. Elle comprenait enfin pourquoi il s'était autant renfermé sur lui-même. « Pourquoi me racontes-tu ça maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu dois comprendre, » répondit-il en se levant du piano. « Ce n'est pas une question de charité, Hélène, c'est une question de rédemption. Ta musique, ta présence, pour la première fois en 7 ans, je ne me sens plus prisonnier de cette nuit. » Hélène roula jusqu'à lui, prenant sa main sans réfléchir. Lucas entrelaça ses doigts avec les siens, un geste si intime qu'il leur coupa le souffle à tous les deux. « J'ai aussi mes fantômes, » avoua-t-elle. « Ma famille. Ils n'ont pas su faire face à ma nouvelle condition. Il était plus facile de m'abandonner que d'affronter la réalité. » Lucas serra doucement sa main. « Alors, peut-être, que c'est ce que nous sommes l'un pour l'autre. Pas de charité, pas de pitié.
juste deux personnes brisées essayant de se reconstruire ensemble. Le soleil du matin entrait par les immenses fenêtres, inondant la pièce d'une lumière dorée qu'aucun des deux ne pouvait voir entièrement. Lui à cause de sa cécité, elle à cause de ses larmes. Mais à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Une barrière invisible tomba, exposant non seulement leur peur et leurs cicatrices, mais aussi la possibilité de guérison qu'ils trouvaient l'un dans l'autre. « Joue avec moi », demanda-t-il, retournant au piano sans lâcher sa main. « Montre-leur que nous sommes plus que ce que leurs gros titres disent. » Hélène prit son violon, et ensemble, ils commencèrent à créer quelque chose de nouveau. Une musique qui parlait de douleur, de perte, mais aussi d'espoir, et d'un sentiment qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Les notes s'entrelaçaient, dans l'air comme un duo d'âmes qui enfin avaient trouvé leur moitié. Le brouhaha dans le hall de Moncler Technologies était encore plus intense que d'habitude ce matin-là. Régine Moncler, la mère de Lucas, traversait les lieux avec l'élégance et l'autorité qui la caractérisaient depuis des décennies. Ses talons résonnaient sur le marbre poli, tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur privé, ignorant les regards curieux des employés. Au 50e étage, Lucas et Hélène étaient complètement absorbés par leur musique. Elle lui apprenait à ressentir les nuances de clair de lune, ses mains touchant occasionnellement les siennes pour corriger la position des doigts sur le piano. « Sens la musique couler », instruisait doucement Hélène. « Ce n'est pas seulement une question de bonnes notes, c'est l'émotion que tu mets dans chacune d'elles. » Le moment d'intimité fut brutalement interrompu par le bruit de l'ascenseur. Régine Moncler émergea de la cabine, ses yeux bleu glace évaluant la scène devant elle avec une désapprobation évidente. « Alors les rumeurs sont vraies, dit-elle, sa voix coupant l'air comme une lame. Lucas se redressa immédiatement, reconnaissant la voix de sa mère. « Qu'est-ce qui vous amène ici, maman ?»« Le conseil est en émoi, Lucas. » Régine s'approcha, son parfum français envahissant l'espace. « D'abord, tu transformes un étage entier en salle de musique, puis des photos de toi avec... » Elle lança un regard calculé à Hélène. « Une musicienne de rue apparaisse dans les journaux. » Hélène sentit son visage brûler, mais garda la tête haute. « Madame Moncler, je... »« S'il te plaît, ma chère. » L'interrompit Régine avec un sourire glacé. « Les adultes ont besoin de parler. Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles ?» Elle reste. La voix de Lucas était ferme. « Hélène est ma partenaire musicale, et tout ce qui doit être dit peut l'être en sa présence. » Régine poussa un soupir exaspéré. « Très bien, allons droit au but alors. Le conseil d'administration s'inquiète de vos décisions récentes. Certains membres suggèrent que vous n'êtes peut-être pas émotionnellement prêt à diriger l'entreprise en ce moment. C'est pour ça que vous êtes venu. » Lucas se leva, sa posture tendue. « Pour me menacer avec le conseil ? Je suis venu parce que je suis votre mère et que je m'inquiète pour vous. » Régine adoucit sa voix. « Depuis l'accident de votre père, vous vous êtes complètement renfermé. Et maintenant, tout à coup, vous vous exposez de cette manière. N'utilisez pas mon père dans cette discussion. » Coupa Lucas, sa voix tremblant légèrement. Hélène observait l'échange en silence, son cœur serré en voyant le conflit se dessiner sur le visage de Lucas. C'est alors que Régine se tourna vers elle. « Mademoiselle Moreau, n'est-ce pas ?» Son ton était faussement doux. « Combien ? Pardon ?» Hélène fronça les sourcils, confuse. « Combien voulez-vous pour vous éloigner de mon fils ?» Régine ouvrit son sac Hermès en sortant son carnet de chèques. « Il doit y avoir un montant que vous jugerez approprié. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « La voix de Lucas était de glace. Sortez d'ici, maintenant. »« Lucas, soyez raisonnable, » insista Régine. « Cette situation affecte non seulement votre réputation, mais tout l'héritage de votre père. » Ce fut Hélène qui répondit, sa voix calme mais ferme. « Madame Moncler, vous pouvez m'offrir tous les chèques du monde. Il n'y a pas d'argent qui puisse payer ce que votre fils m'a rendu, ma musique, ma dignité, ma volonté de vivre. » Régine sembla véritablement surprise par la réponse. Elle regarda de Hélène à Lucas, remarquant pour la première fois quelque chose dans l'expression de son fils qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de la vie. « Vous ne comprenez pas, maman, » dit Lucas se rapprochant d'Hélène. « Pour la première fois depuis l'accident, je ne fais pas que exister. Je vis à nouveau. »« Et l'entreprise ?» demanda Régine, sa voix trahissant une véritable inquiétude. « L'entreprise n'a jamais été aussi prospère, » répondit Lucas. « Et vous savez pourquoi ?
Parce que j'ai enfin compris ce que mon père a toujours essayé de m'enseigner, que les affaires sans âme ne sont que des chiffres sur une feuille de calcul. Hélène prit instinctivement la main de Lucas, un geste qui n'échappa pas à Régine. La matriarche des Montclair observa ce contact, cette connexion qui transcendait les mots, et quelque chose dans son expression changea subtilement. « Le conseil n'aimera pas cela, dit-elle, mais sa voix avait perdu une partie de sa dureté initiale. « Le conseil devra s'adapter, répondit Lucas fermement, tout comme j'ai dû m'adapter tant de fois. » Régine ajusta son sac sur son épaule, se préparant à partir. Avant d'entrer dans l'ascenseur, cependant, elle s'arrêta et se retourna. « Mademoiselle Moreau, appela-t-elle, prenez bien soin de lui. » Les portes se fermèrent avant qu'Hélène ne puisse répondre. Le silence qui suivit était lourd de significations non dites. « Je suis désolé pour cela, » murmura Lucas, tenant toujours la main d'Hélène. « Ne le soyez pas, » répondit-elle doucement. « Votre mère essaie seulement de vous protéger à sa manière. » Lucas laissa échapper un rire amer. « Me protéger de quoi? D'être heureux ?» Le mot « heureux » flotta dans l'air entre eux, chargé d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à explorer pleinement. Hélène libéra doucement sa main et retourna à son violon. « Continuons notre leçon » suggéra-t-elle, essayant de retrouver la normalité du moment précédent. Mais tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. La visite de Régine Montclair n'avait pas seulement exposé les pressions externes auxquelles ils feraient la face, mais aussi la profondeur des sentiments qui grandissaient entre eux, silencieux et inévitables, comme la musique même qu'ils créaient, ensemble. La nouvelle arriva comme un tsunami par une matinée apparemment tranquille. Sophie fit irruption dans la salle de musique, son visage habituellement composé montrant une inquiétude évidente. « Monsieur Montclair, nous avons besoin de votre présence urgente dans la salle du conseil », annonça-t-elle, lançant un regard significatif à Hélène. Lucas, qui était au piano en train de pratiquer une nouvelle pièce, tendit visiblement les épaules. « Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il vaut mieux que vous voyiez par vous-même, » répondit Sophie, lui tendant une tablette. « Les gros titres sont partout. » Hélène observa tandis que Sophie lisait les nouvelles à Lucas. À chaque mot, son visage devenait plus pâle. Richard Mendes, le membre le plus ancien du conseil, avait donné une interview explosive à l'un des plus grands journaux du pays. Lucas Montclair est émotionnellement instable depuis l'accident qui a coûté la vie à son père, disait le titre. Ses décisions récentes, y compris sa relation avec une musicienne de rue, démontrent son incapacité à diriger l'entreprise. Il n'avait pas ce droit. La voix de Lucas tremblait de colère contenue. Mon père, il utilise la mémoire de mon père contre moi. Hélène sentit son cœur se serrer. Lucas, non, l'interrompit-il, se levant brusquement. N'ose pas dire que tu vas t'éloigner, pas maintenant. Le silence qui suivit fut interrompu par le son de l'ascenseur. Régine Montclair entra dans la pièce, son expression plus douce que d'habitude. « Mon fils » appela-t-elle, sa voix étonnamment douce. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose à propos de la nuit de l'accident. » Lucas resta immobile. Hélène pouvait sentir la tension émanant de lui par vagues. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Régine s'approcha, sortant une enveloppe de son sac. « J'ai trouvé ces lettres dans le bureau. De ton père, il les a écrites la semaine avant de nous quitter. » Sophie quitta discrètement la pièce, fermant la porte derrière elle. Hélène fit mine de suivre son exemple, mais Lucas tendit la main vers elle, une demande silencieuse pour qu'elle reste. « Lys » demanda-t-il à Hélène, lui tendant les lettres que sa mère avait apportées. Avec des mains tremblantes, Hélène commença à lire à voix haute. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu le courage de te le dire en personne. La nuit de ton accident, ce n'était pas seulement un pressentiment qui m'a poussé à te demander de ne pas aller à cette fête. J'avais découvert que Richard Mendes manipulait les données financières de l'entreprise, détournant des fonds à travers des sociétés écrans. Quand je l'ai confronté, il a menacé de révéler d'anciens secrets de famille qui détruiraient notre réputation. J'ai essayé de te protéger, Lucas, mais mon silence a eu un prix trop élevé. Ta vue, ma santé, notre relation. Richard n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il ne l'a jamais été. Et maintenant, le voyant profiter de mon absence pour essayer de prendre le contrôle de l'entreprise, je ne peux plus me taire, même si c'est à travers ces mots posthumes. Pardonne-moi, mon fils.
de ne pas avoir été plus fort, de ne pas avoir empêché tout cela. Avec amour, ton père. Le silence qui suivit la lecture était dense comme du plomb. Lucas s'était appuyé sur le piano, sa respiration irrégulière. Pourquoi se tourna-t-il vers sa mère, la voix étranglée? Pourquoi seulement maintenant? Régine soupira profondément. Parce que c'est seulement maintenant que j'ai réalisé que je commettais la même erreur que ton père. Ensemble, essayant de te protéger, je t'ai empêché de vivre. Il a fallu... Elle regarda Hélène. Il a fallu te voir redevenir toi-même pour comprendre cela. Hélène observait la scène, son cœur brisé par la douleur évidente sur les visages de la mère et du fils. Lucas semblait digérer des années de culpabilité et de colère mal dirigée. « Hélène » appela-t-il soudainement, sa voix prenant de la force. « Joue pour moi, cette musique que tu as composée la semaine dernière. » Sans poser de questions, Hélène positionna son violon. La mélodie qui commença à s'écouler était sa propre composition, une pièce née de ses sessions avec Lucas, chargée d'émotions brutes et d'espoir résilient. Alors qu'elle jouait, elle vit quelque chose d'extraordinaire se produire. Lucas commença à sourire, un sourire mêlé de tristesse et de libération. Régine, quant à elle, avait des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. « Maintenant, je comprends », dit Lucas lorsque la musique s'arrêta. « Papa n'essayait pas seulement de me protéger cette nuit-là. Il essayait de m'enseigner la même leçon que tu m'as apprise, Hélène. Que parfois nous devons perdre quelque chose pour vraiment voir ce qui compte. » Il se tourna vers sa mère. « Convoquez une réunion extraordinaire du Conseil. Il est temps que Richard Mendès affronte les conséquences de ses actes. » Régine hocha la tête, une nouvelle détermination dans son regard. Avant de partir, elle s'arrêta à côté d'Hélène. « Merci, » murmura-t-elle, serrant légèrement l'épaule de la jeune musicienne, « pour avoir ramené mon fils à la vie. » Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Lucas s'approcha d'Hélène, ses pas plus légers, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit-il, un sourire doux sur ses lèvres. « J'ai passé des années à me blâmer pour la perte de ma vue, pour la santé de mon père, pour tout. Et maintenant je réalise que j'avais peut-être besoin de traverser tout cela pour vraiment apprendre à voir. » Hélène prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Parfois, la vie nous brise pour nous reconstruire plus fort. Et parfois, ajouta-t-il, son pouce caressant sa main, elle nous envoie un ange de la musique pour nous apprendre à voler à nouveau. » La salle du conseil de Montclair Technologies n'avait jamais été aussi tendue. Les 12 membres du conseil attendaient en silence, tandis que Lucas Montclair entrait d'un pas ferme, Hélène à ses côtés dans son fauteuil roulant. Sa présence a suscité de nombreux regards surpris et quelques chuchotements désapprobateurs. Richard Mendès, assis à l'autre bout de la table, affichait une expression de supériorité à peine dissimulée. Régine Montclair occupait sa place habituelle, ses yeux fixés sur l'homme qui avait trahi la confiance de sa famille. « Messieurs et dames du conseil », commença Lucas, sa voix claire et maîtrisée. « J'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour discuter non seulement de l'avenir de Montclair Technologies, mais aussi de son passé. »« Lucas », l'interrompit Richard sur un ton condescendant, « votre instabilité émotionnelle est exactement ce qui nous inquiète. Amener votre amie musicienne à une réunion du conseil ne fait que prouver notre point. La nuit de ton accident, ce n'était pas seulement un pressentiment qui m'a poussé à te demander de ne pas aller à cette fête. J'avais découvert que Richard Mendès manipulait les données financières de l'entreprise, détournant des fonds à travers des sociétés écrans. Quand je l'ai confronté, il a menacé de révéler d'Hélène, sentit son visage s'embraser, mais elle garda la tête haute. Lucas sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Hélène est ici parce qu'elle représente tout ce que Montclair Technologies devrait être, résiliente, innovante et surtout intègre. Il fit une pause significative, quelque chose que vous, Richard, n'avez jamais compris. D'un geste précis, Lucas sortit une enveloppe de sa serviette. « Sophie, s'il vous plaît, distribuez des copies de ces documents à tous les présents. » Le bruit des papiers distribués remplit la salle. Alors que les conseillers lisaient le contenu, des expressions de choc et d'indignation commencèrent à apparaître. « Cela, c'est impossible », balbutia l'un des conseillers les plus anciens. « Au contraire », répondit Régine se levant.
Ce sont des enregistrements détaillés de toutes les transactions frauduleuses effectuées par Richard Mendes au cours des 8 dernières années. Mon mari a tout découvert quelques jours avant l'accident de Lucas. Richard se leva brusquement, son visage rouge de colère. C'est une tentative ridicule de me diffamer. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons toutes les preuves, interrompit Lucas, sa voix tranchante, y compris votre confession enregistrée à mon père cette nuit-là. Hélène observa la scène se dérouler, admirant la transformation de Lucas. Il n'y avait plus trace de l'homme amer qu'elle avait connu. À sa place se tenait un leader fort, déterminé à faire justice. « Vous avez menacé mon père », continua Lucas, sa voix tremblant légèrement d'émotions contenues. « Vous avez utilisé de vieux secrets de famille comme chantage. Et quand il a décidé de te confronter, tu as tout orchestré. » Un silence mortel tomba sur la pièce. Richard pâlit visiblement. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité. « L'accident » répondit Lucas, sa voix maintenant dangereusement calme. « Ce n'était pas une coïncidence que je perde le contrôle de la voiture cette nuit-là. Les freins avaient été trafiqués. » Des exclamations d'horreur résonnèrent dans la pièce. Hélène sentit son cœur se serrer, comprenant enfin l'étendue de la tragédie qui avait marqué la vie de Lucas. « C'est absurde » protesta Richard, mais sa voix n'avait plus la même conviction. « La police a déjà toutes les preuves » intervint Régine, y compris ton appel à l'atelier qui a fait le travail. Richard regarda autour de lui comme un animal traqué. Ses yeux se posèrent sur Hélène, et pendant un instant, elle vit quelque chose de dangereux passer dans son regard. « Et elle » pointa-t-il accusateur vers Hélène. « Toute cette mascarade avec la violoniste des rues, vous croyez vraiment à cette histoire de rédemption ?»« N'ose pas », la voix de Lucas était de glace. « N'ose pas essayer de salir la seule chose pure qui soit arrivée dans cette entreprise depuis la mort de mon père. » Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit son violon. Le geste fit tourner tous les regards vers elle. « Savez-vous quelle est la différence entre la musique et les mensonges, monsieur Mendes ?» demanda-t-elle, en positionnant l'instrument. « La musique n'a pas besoin de mots pour révéler la vérité. » Sur ce, elle commença à jouer. Les notes de la composition qu'elle avait créée pour Lucas remplirent la pièce, portant une histoire de perte, de douleur, mais aussi de rédemption et d'espoir. La mélodie semblait toucher quelque chose de profond en chaque personne présente. Lucas ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. Quand elle s'arrêta, il sourit, un sourire authentique qui illumina son visage. « C'est le véritable héritage de Moncler Technologies », déclara-t-il. « Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul ou des actions en bourse. C'est la capacité de transformer la douleur en beauté, les défis en opportunités. » Se tournant vers le conseil, sa voix prit un ton d'autorité incontestable. « Le vote est simple. Richard Mendes sera immédiatement relevé de ses fonctions et toutes les preuves seront remises aux autorités compétentes. » Un à un, les membres du conseil levèrent la main en signe d'accord. Richard, réalisant sa défaite, se leva pour partir, mais fut arrêté par 2 gardes qui entrèrent dans la salle. « Ton père serait fier », murmura Régine à Lucas, tandis que Richard était escorté dehors. Lucas tendit la main, trouvant celle d'Hélène sans hésitation. « Il l'est. Où qu'il soit, il l'est. Ancien secret de famille qui détruirait notre réputation. J'ai essayé de te protéger, Lucas. Mais mon silence a eu un prix trop élevé. Ta vue, ma santé, notre relation. Richard n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il ne l'a jamais été. Et maintenant, le veau. » La nouvelle de l'éviction de Richard Mendes et les révélations sur le passé de Moncler Technologies occupèrent les gros titres pendant des jours. Cependant, au 50e étage de l'immeuble, une mélodie différente commençait à prendre forme. Hélène était assise au piano, ses mains glissant doucement sur les touches, tandis que Lucas l'observait depuis la porte. Elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il souriait. Elle pouvait le sentir dans l'énergie qui remplissait la pièce. « Tu devrais te reposer, » dit-elle, sans cesser de jouer. Ces derniers jours ont été intenses. Lucas s'approcha, ses pas plus légers qu'elle ne les avait jamais vus. « Comment pourrais-je me reposer quand j'ai une performance à préparer ?» Hélène s'arrêta de jouer brusquement, se tournant vers lui. « Quelle performance ?»« Ton retour sur scène » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano. « L'Opéra Garnier attend ta réponse. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. « Lucas, je ne suis pas prête. »« Si, tu l'es, dit-il en prenant sa main, leurs doigts s'entrelaçant naturellement.
En fait, tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin d'y croire à nouveau. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Et si j'échoue ?»« Impossible, » répondit Lucas avec une conviction qui la fit frémir. « Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu ne joues pas seulement avec tes mains, mais avec toute ton âme. » Un silence confortable s'installa entre eux, rempli uniquement par le son lointain de la ville en contrebas. « Ta mère m'a contacté hier, » révéla Hélène doucement. Lucas se tendit légèrement. « Que voulait-elle ?»« Me remercier. » Hélène sourit en se remémorant la rencontre. « Et me montrer les plans pour rendre l'Opéra Garnier entièrement accessible. Apparemment, Moncler Technologies va financer le projet. » Lucas sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Elle a enfin compris. Compris quoi? Que parfois nous devons perdre quelque chose pour gagner quelque chose de bien plus grand. Il se tourna vers elle. Ses yeux, bien que sans focus, portaient une émotion profonde. J'ai perdu ma vue, mais j'ai gagné une nouvelle façon de voir le monde. À travers la musique, à travers toi. Hélène sentit son cœur manquer un battement. Lucas. Laisse-moi finir, demanda-t-il doucement. Quand nous sommes rencontrés, nous étions deux personnes brisées, chacun portant ses propres ombres. Tu m'as appris que nos limites ne nous définissent pas, que nous pouvons être bien plus que ce que le monde attend de nous. Il fit une pause, respirant profondément. Et dans ce processus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je n'ai pas seulement réappris à écouter la musique, j'ai appris à ressentir, à vivre, à aimer. Le dernier mot flotta dans l'air entre eux, chargé de sens. Hélène sentit son cœur s'emballer. « Amour », murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Oui, mon amour », confirma-t-il, son pouce caressant sa main. « Ce genre d'amour qui n'a pas besoin d'yeux pour voir, ni de jambes pour danser. Le genre d'amour qui transcende les limites physiques, parce qu'il naît dans l'âme. » Hélène ne put retenir les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage. De sa main libre, elle toucha doucement le visage de Lucas. « Tu m'as rendu ma musique, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Mais tu m'as donné bien plus. Que ça? Tu m'as donné une raison de jouer à nouveau. » Lucas se pencha vers son toucher. « Alors, tu acceptes revenir sur scène ?»« À une condition, » répondit-elle, un sourire dans sa voix. « Laquelle ?»« Que tu joues avec moi, » proposa Hélène. « Un duo, piano et violon, montré. Au monde qu'il n'y a pas de limite pour ceux qui ont la musique dans le cœur. » Le sourire de Lucas s'élargit. « Je pense que je peux faire ça. » À ce moment-là, comme pour sceller une promesse non dite, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Hélène posa son front contre le sien. « Tu sais ce qui est drôle ?» murmura-t-elle. « J'ai toujours pensé que mon fauteuil roulant m'emprisonnait, mais c'est toi qui ne peux pas voir qui m'a appris à voler à nouveau. » Lucas rit doucement. « Et c'est toi qui ne peux pas marcher, qui m'a montré comment faire les premiers pas hors de l'obscurité. » Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres, baignant les deux dans une lumière dorée. Sur le piano, les partitions d'une nouvelle composition attendaient de prendre vie. Une pièce qui raconterait non seulement leur histoire, mais l'histoire de tous ceux qui ont un jour dû apprendre à renaître de leurs cendres. L'opéra. Garnier était plein à craquer ce soir de gala. Dans les coulisses, Hélène ajustait sa robe de concert rouge, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle tenait son violon. L'instrument n'était plus le même violon usé des jours de rue. Lucas avait insisté pour lui offrir un Stradivarius, bien qu'elle garde toujours l'ancien comme un trésor précieux. Nerveuse, la voix de Lucas résonna derrière. Elle, il était élégant dans son smoking, les cheveux parfaitement coiffés. « Un peu », admit-elle, tournant sa chaise pour lui faire face. « C'est différent cette fois, plus significatif. » Lucas s'approcha, guidé par le son de sa voix. Ses doigts trouvèrent son visage avec une précision surprenante. « Tu sais ce que le maestro Charles m'a dit aujourd'hui ?» demanda-t-il en souriant. Qu'en toutes ces années de musique, il n'avait jamais vu une interprétation aussi unique de Poruna Cabeza. Hélène rit doucement. « Il est juste gentil. »« Non, il est honnête, » corrigea Lucas. « Notre version est unique parce qu'elle porte notre histoire. Chaque note, chaque pause, c'est une question de transformer les limites en possibilités. » Le murmure du public leur parvenait, mêlé au son de l'orchestre accordant ses instruments. Au premier rang, Régine Moncler attendait aux côtés de Madame Constance et Joséphine,
qu'Hélène avait tenu à inviter. « Tu vois » plaisanta Hélène, « nous avons réussi à réunir ta mère et mes amis de l'auberge dans la même rangée. »« Les miracles existent » sourit Lucas, ajustant son nœud papillon. « Surtout quand il y a de la musique en jeu. » Une assistante de scène s'approcha, annonçant qu'il restait 5 minutes avant le début. Hélène respira profondément, sentant le poids du moment. « Lucas » appela-t-elle doucement. « Avant d'entrer, j'ai quelque chose à te dire. » Il se pencha vers elle, attentif. Hélène prit sa main et la guida vers son ventre. « Nous ne sommes plus seulement 2 pour cette performance, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Lucas resta immobile un instant, digérant l'information. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Un bébé ?» murmura-t-il, un sourire illuminant son visage. « Nous allons avoir un bébé ?» Hélène confirma, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Oui, notre propre symphonie commence. » Lucas l'étreignit, prenant soin du violon entre « que chm » et déposa un baiser doux sur ses lèvres. « Maintenant, oui, » murmura-t-il, « nous avons le duo parfait. » Le signal pour l'entrée retentit. C'était l'heure. Après une dernière pression de main, ils se séparèrent. Lucas marcha avec assurance jusqu'au piano et Hélène se dirigea vers sa position à ses côtés. Le public applaudit lorsqu'ils apparurent sur scène. Sous les lumières du théâtre, ils n'étaient plus l'homme d'affaires aveugle et la violoniste paraplégique. Ils étaient simplement 2 musiciens, 2 amoureux, 2 âmes qui avaient trouvé dans la musique, et l'une dans l'autre, leur rédemption. Lucas se positionna au piano et Hélène leva son violon. Ils n'avaient pas besoin de mots ou de signes. Leurs cœurs battaient au même rythme, leurs âmes dansaient la même mélodie. Les premières notes de Poruna Cabeza remplirent le théâtre. Mais c'était différent de toute version jamais entendue auparavant. Le violon d'Hélène chantait avec une passion renouvelée, tandis que le piano de Lucas répondait avec une sensibilité qui touchait chaque cœur présent. C'était plus que de la musique. C'était une histoire d'amour traduite en mélodie. Chaque note parlait de dépassement, de renaissance, d'un amour qui transcendait les limites physiques et sociales. Dans le public, Régine Moncler tenait la main de Madame Constance, toutes 2 les yeux remplis de larmes. Joséphine souriait, fière, comme si elle regardait ses propres enfants. Quand la dernière note résonna dans le théâtre, il y eut un moment de silence respectueux avant que le public n'explose en applaudissements. Lucas et Hélène se sourirent, leur cœur battant à l'unisson. À ce moment, sous les lumières de la scène, avec le son des applaudissements remplissant l'air et une nouvelle vie grandissant entre eux, Lucas et Hélène comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand que la musique. Ils avaient trouvé leur foyer l'un dans l'autre. Et ainsi, tandis que l'Opéra Garnier vibrait sous les applaudissements et que leurs mains se rejoignaient dans une étreinte pleine de promesses, ils surent que ce n'était pas seulement une histoire de dépassement, c'était une symphonie, d'amour qui continuerait à résonner à travers les générations. Parce que parfois, il faut perdre quelque chose pour tout trouver. Il faut traverser l'obscurité pour apprendre à danser avec les ombres. Et il faut se briser complètement pour découvrir que l'amour, tout comme la musique, ne connaît pas de limites. Il coule simplement, transcende et transforme tout ce qu'il touche en sa propre et unique mélodie.